Bonsoir et bienvenue. Le 2 décembre en Côte d'Ivoire, il y aura la reprise des élections locales. Restez connectés avec nous, vous en saurez davantage. Après cela, nous parlerons de blanchiment d'argent. Voilà. Restez connectés simplement, vous en saurez davantage parce que le plateau est prêt pour en parler. Et juste après, en deuxième partie, il y aura donc le PDCI avec le secrétaire général. On parlera en long et en large des candidats, de l'élection, enfin bref. Merci encore une fois de nous suivre, c'est le Grand Talk sur Live TV. À tout de suite. Plutôt le porte-parole par le secrétaire général. Encore une fois, bonsoir et merci d'être avec nous. Herman Aboua, Élisée Boloubeu, je fais un bonsoir collectif. Et nous aussi, nous faisons un bonsoir individualisé. Et je bonsoir Christelle. Bonsoir Barry. Bonsoir, Daouda, Christelle. Bienvenue. Merci Ça beaucoup. nous fait plaisir de te revoir très cher. Vous Tu vas m'avez bien? manqué beaucoup, oui, mais j'étais avec vous. Bah, nous aussi, tu nous as manqué, Daouda. Je pense que quand le corps avait besoin de repos, Oui. donc après ce repos, je suis là et d'attaque. Est-ce vraiment vrai qu'il nous a manqué? Ça reste à vérifier. Oh, franchement, Élisée. Enfin bref, je le disais à l'entame de ce programme, le 2 décembre 2023, nous aurons donc la reprise des élections locales ici en Côte d'Ivoire et le président de la CEI met en garde, il mettait donc en garde les fauteurs de troubles, ceux qui sont adeptes de la violence, les ennemis du progrès de ce pays. Herman, réaction après donc cette sortie qu'on attendait bien sûr du président de la CEI pour demander à tout le monde d'être fair-play et de mettre en garde les fauteurs de troubles. Votre réaction par rapport à cela? Ce n'est pas trop tôt et bon, comme on le dit aussi, il n'est pas trop tard pour bien faire. C'est une bonne adresse pour prévenir les violences. C'est donc bien de se mettre en garde, les fauteurs de troubles. Mais cependant, là où j'attendais Quiber, ce n'est pas là que je l'ai entendu. Où est-ce que vous l'attendiez? Qui nous disent que cette fois-ci, il y aura des bureaux de vote qui seront ouverts à l'heure. Le matériel électoral, notamment la question des tablettes qui ne fonctionnent, qui étaient défaillantes lorsqu'on a eu les élections. Et la question de l'encre indélébile, il y a même les procès-verbaux qui n'ont stické, ces questions-là, je pensais qu'il allait peut-être faire une adresse là-dessus. Il n'y a que 10 localités. Il n'y a que 10 localités cette fois-ci qui reprennent les élections. Moi, je pense que la CEI doit travailler à ce qu'on n'y ait pas de quoi. C'est bien d'avertir les différents candidats, mais en même temps, il faut que la CEI fasse son travail. Voilà. Daouda, alors Herman estime que il sait bien qu'il est intervenu, mais ce n'était pas vraiment là où on l'attendait, parce qu'il a parlé effectivement des fauteurs de troubles. Il a dit qu'il pouvait même faire de la raillerie, de la moquerie sur la CEI, mais il ne pourra pas tolérer justement la violence. Réaction par rapport à cela? Non, moi, j'ai vraiment aimé le discours de M. Cuibier dans la mesure où il a attiré l'attention des uns et des autres sur la question de la responsabilité. Parce que aujourd'hui, quand nous avons des problèmes dans nos élections, c'est généralement parce que les acteurs politiques eux-mêmes, en fait, ne mettent pas tout en œuvre pour qu'on puisse avoir la paix. Et c'est ce qui pose réellement problème. Parce que dans son discours, quand on regarde bien, il dit que c'est une élection de développement. Donc, même si on n'est pas élu, à tous les niveaux, nous pouvons jouer, on peut servir ailleurs et on peut jouer notre rôle dans le développement de notre société, de notre localité, de notre collectivité. Par ailleurs, même, il a attiré l'attention sur l'élection. Il a fait une parallèle avec l'élection au Libéria, qui aujourd'hui, malgré la difficulté que les Libériens vivent, aujourd'hui, à 2 reprises, il y a eu élection, ils ont passé le pouvoir librement à l'autre. Le candidat perdant a appelé l'autre. Donc aujourd'hui, moi, j'estime que son discours, c'était un discours qui était bien. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait d'attirer l'attention des uns et des autres. Tous ceux qui vont se permettre d'aller casser des urnes, tous ceux qui vont aller troubler l'ordre public pendant ces élections-là, il s'est dit que la CEI se réserve le droit de porter plainte désormais contre ces personnes-là. Ça, je pense qu'il faut qu'on mette des gens en prison une bonne fois pour toutes pour que ça puisse cesser. Alors Barry, quelle est votre analyse? Vous, Herman estime que c'est bien, mais il y avait quand même des dysfonctionnements constatés lors de l'ancienne élection, l'élection passée. Il a parlé des tablettes, il a parlé également de l'encre, des bureaux de vote qui ouvraient un peu tard, certains qui se retrouvaient à l'air libre. Vous, comment est-ce que vous réagissez là-dessus? Est-ce que vous pensez que c'était le lieu pour le président de la CEI d'adresser ces problèmes-là
ou, de façon générale, dire aux personnes, si vous n'êtes pas élu, vous pouvez servir ailleurs? C'est clair que le président de la CEI, toujours sa prise de parole, elle est souhaitable et elle est appréciable. Mais en fait, je me dis qu'un processus électoral, il implique au moins 4 acteurs. La CEI, organe qui est en charge de l'organisation du scrutin. Les acteurs politiques sont ceux qui compétissent. Les électeurs, c'est-à-dire que les populations, et les forces de l'ordre et les autorités administratives. Voici les 4 acteurs impliqués. Donc, c'est la somme de bonnes actions posées par chacun de ces acteurs-là qui va entraîner la clarté du processus. Si un seul de ces acteurs se porte en déphasage avec le processus normal, il y aura problème. Et quand il y a des problèmes, on ne peut plus contrôler. La CEI, je m'attendais à un discours quand même de la part du président, loin de moi d'être un entrepreneur de la morale vis-à-vis du magistrat qu'il est, mais je m'attendais à ce que le président de la CEI évoque quand même ces problèmes-là pour rassurer les protagonistes. Dont Herman parlait, voilà, c'est cela? Dont Herman parlait tout à l'heure, parce que les violences qui ont eu lieu lors du scrutin du 2 septembre, il y a eu des griefs qui ont été posés contre l'institution. Donc, il aurait été quand même plus intéressant que le président de la CEI donne son point de vue sur ça. Qu'est-ce qui a été fait? Mais est-ce qu'il n'a pas il a encore le temps? Non, il a peut-être encore le temps d'adresser ces problèmes-là. Il prendra encore la parole parce que ce n'est pas tous les jours qu'il parle, ce n'est pas tous les jours qu'on le voit dans les médias. Mais je veux dire que c'est bien d'avertir des gens, de mettre les autorités politiques face à leurs responsabilités. Mais ce ne sont pas seulement les acteurs politiques qui peuvent être source de conflits dans une compétition électorale. Il y a la sincérité du scrutin. Et si vous vous rendez dans un bureau de vote où à 10h, à 11h, à midi, le bureau n'est pas ouvert, naturellement, les esprits vont se chauffer. Donc, c'est sur ce terrain-là qu'on attend la CEI et tous ces démembrements. C'est de réussir le pari. Par exemple, vous avez la poche de violence à l'ouest, dans le Guémont, où on a complètement annulé le scrutin. Il n'y a pas eu de résultat. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Qu'est-ce qui a été pris comme initiative pour empêcher que les mêmes erreurs se reproduisent? C'est sur ce terrain-là qu'on l'attendait le plus. Mais bon, on verra. Comme il nous reste encore quelques jours, voilà, peut-être que la CEI, à travers son porte-parole ou un autre responsable, reviendra pour expliquer toutes les initiatives qui ont été prises pour pallier aux difficultés qui ont été soulevées le 2 septembre. Élysée Barry estime que les responsabilités sont de part et d'autre et qu'il aurait été peut-être de bonne loi que le président de la CEI intervienne sur ces questions-là aussi. Quel est votre point de vue sur le sujet? Oui, moi je partage la position et de Herman en partie et de Barry de façon totale. Hein. Et moi, j'estime pour ma part que le président de la CEI a eu une intervention pour moi inachevée. C'est mon point de vue parce que c'est son rôle de sensibiliser et de demander aux uns et aux autres d'aller aux élections, à des élections apaisées. C'est une très bonne chose. Donc là, vraiment, il joue totalement son rôle. Qu'est-ce qui manque à cette... Oui, mais je pense qu'il aurait été aussi bien dans son discours de rassurer. Rassurer quant à l'engagement de l'institution qu'il dirige à tout mettre en œuvre pour qu'il y ait des scrutins qui ne soient entachés d'irrégularité ou de dysfonctionnement. Ça aussi, c'était important dans le discours qu'ils le disent. Parce qu'on est tous unanimes et on est contemporains des événements du 2 septembre dernier. On a vu que dans certains endroits, si c'est vrai, qu'il y a certaines plaintes ou certaines grèves qui étaient plus ou moins des grèves fantaisistes, mais il y a d'autres qui quand même tenaient la route et qui avaient vraiment des arguments bien solides et où l'institution était vraiment incriminée et il y avait des raisons réelles d'incriminer l'institution. Je crois que c'était par cette prise de parole... Est-ce qu'il n'aura pas le temps de reprendre la parole et d'expliquer peut-être? Non, mais on ne sait pas. Nous, on n'a pas l'agenda de M. Cuibier. Donc, tout le monde est attentif à chaque prise de parole. Et ça, pour moi, c'est une occasion, s'il est normal, de prévenir ou de mettre en garde contre d'éventuels fauteurs de troubles, mais aussi, d'autant plus important, de rassurer les uns et les autres sur l'engagement de l'institution à rectifier ou à corriger les failles du passé. Parce qu'il y a eu effectivement des failles quand les bureaux de vote s'ouvrent à 16 h, ou bien quand il y a des stickers, des bulletins où il n'y a pas de scudeurs, ou quand l'encre n'est pas là. Donc, c'est des éléments quand même qui peuvent d'une manière ou d'une autre servir de prétexte à des gens qui sont motivés par de mauvaises intentions. Ils peuvent se servir de ça comme des prétextes. Donc, je crois que c'est à l'institution aussi de pouvoir tirer les leçons de ces dysfonctionnements-là et rassurer la population par la prise de parole du magistrat, tout en signifiant, en notant que
personnellement, on a beaucoup d'admiration pour M. Kuibe. On sait qu'il fait un travail important. On sait qu'il a une volonté engagée, affichée. Mais comme on le dit, l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Donc, il est aussi important que de temps en temps, on lui rappelle certaines choses qui peuvent contribuer à améliorer davantage sa prise de parole, son travail. Et parmi ça, je pense qu'il y a la nécessité de rassurer les populations sur l'engagement et les moyens déployés par l'institution pour permettre d'avoir des élections crédibles. Alors, Herman, oui, tout ça sera vous, mais juste pour rappel aux téléspectateurs, les élections vont être reprises dans 10 localités. C'est ça. Alors, San Pedro, Oumé, Tiasalé, Goïtafla, Ferkessé-Dougou, Kumbala, Dabakala, Kwibli, Sarala et la région du Guémon, où le Conseil d'État a décidé donc de son annulation au terme du contentieux. Herman, on a 10 localités, 10 circonscriptions. Est-ce que ça sera compliqué de gérer? Vous n'êtes pas rassuré, ce n'est pas tout le territoire. Ça sera très facile pour la CEI, justement, de gérer ces 10 localités-là. Ces 10 localités, on est très loin de toutes les localités qu'on a vues le 2 septembre. Donc, normalement, c'est gérable. Mais avec la CEI, telle qu'on voit son fonctionnement, souvent, sa façon de faire, c'est toujours bien de lui donner des éléments sur lesquels la CEI doit regarder. La question même de la probité de ses collaborateurs, ses propres collaborateurs. On a vu lors de l'élection du 2 septembre, il a lui-même reconnu que certains collaborateurs qui étaient des délégués CEI dans certains bureaux de vote n'ont pas bien managé, n'ont pas été impartiaux dans leur gestion. Il ne l'a pas évoqué. Donc, est-ce que ces collaborateurs-là, qui vont gérer les élections dans ces 10 localités-là, ces collaborateurs sont-ils bien formés, ont été bien formés cette fois-ci? Et c'est sûr que... Vous vous inquiétez de leur probité? De leur probité. Parce que lui-même, il a dit, c'est pas ça, c'est pas moi. Et qu'en est-il de ce qui est arrivé à ces collaborateurs qui ont mal géré? Aujourd'hui, est-ce que ceux-là ont été sortis, ont été, comment on appelle là, jugés, on leur mis devant leurs responsabilités? J'en sais rien. Il a juste dit que des collaborateurs ont mal fait, mais on ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui. Vous auriez aimé qu'ils soient présentés et dire qu'ils sont sanctionnés, c'est cela? Sanctionnés, voilà, pour ne pas que ça arrive, pour que les autres collaborateurs, peut-être qui ont vu cela, que ça leur serve d'exemple. Voilà. Daouda, je vous voyais regarder Herman avec beaucoup d'intérêt. Est-ce que vous partagez ces inquiétudes-là? Non, je comprends ces inquiétudes, mais je pense que dans le discours du président de la CEI, il a évoqué ce dont il parle, même s'il ne l'a pas dit de façon claire. Il a dit que, dans son discours que même si vous estimez qu'il y a des tricheurs, il y a des irrégularités, rien ne doit justifier qu'il y ait la violence. Donc, si, pour vous, c'est répondre à cette préoccupation en disant cela? Bon, pour moi, en le disant insidieusement, implicitement, il le dit, puisqu'il dit que même s'il y a des difficultés, ça ne doit pas justifier que des gens aillent mourir pour ça, des gens soient blessés pour ça. Déjà, on constate tous et après, vous prenez, qu'on appelle ça, vous allez constater les faits devant le Conseil d'État. Donc, je pense qu'il n'y a rien de plus simple que ça. Déjà que ce n'est même pas une élection présidentielle, c'est une élection locale. Ce sont des frères et des sœurs qui se battent, qui compétissent dans une localité. Donc, pour moi, dès l'instant qu'il commence la sensibilisation et qu'il appelle les gens à dire simplement, nous, on va porter toute la responsabilité, la charge des critiques. Pour moi, il l'a dit sans le dire, en fait. Alors, il a dit, si vous n'êtes pas content de la CEI, parce qu'à la CEI, il y a des tricheurs, automatiquement, saisissez le Conseil d'État. Je pense que c'est aussi clair que c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, nous avons un problème en Côte d'Ivoire. Lequel? Le problème que nous avons en Côte d'Ivoire, c'est qu'on a un problème avec le droit. Suivre simplement les règles. La règle, quand tu estimes qu'il y a une défaillance, il y a une défaillance, généralement, on veut se rendre justice nous-mêmes. Or, est-ce qu'il faut se rendre justice? Il y a un Conseil d'État. C'est parce que, justement, ce Conseil d'État existe que ces personnes-là sont allées constater les irrégularités devant le Conseil d'État, qu'il y a eu reprise dans ces 10 localités. Donc, alors, les autres localités, est-ce que ça n'a pas été validé? Si, ça a été validé. Herman, rapidement, et Barry, ensuite Élisée. Je trouve que dit simplement que oui, non, ne vous attaquez, quel que soit ce que vous reprochez c'est ce qu'il a dit. Non, mais je trouve que c'est fuir ses responsabilités. C'est-à-dire, Herman, ce que nous demandons, c'est que la CEI travaille à ce qu'il n'y ait pas ces recours à chaque fois à faire des requêtes, des plaintes pour porter des plaintes. Si le scrutin il est sincère, comme le recommande la Constitution, il n'y aura pas de plainte. Il faut éviter qu'on saisisse l'autorité, c'est-à-dire laisser la chose pourrie et qu'on saisisse après l'autorité. Il faut éviter ça. Et quand il le dit, c'est comme si, bon, les gars, il peut avoir par là, vous savez que toute œuvre humaine peut ne pas être parfaite. Oui, mais c'est pourquoi on lui demande, ce qu'on lui demande, c'est de faire en sorte que
à 8 heures, si l'élection doit commencer, le scrutin doit commencer à 8 heures, les bureaux de vote soient le cas faire sa part, soit ouverts et que les bulletins, l'encre indélébile soit là, les bulletins de vote aient un sticker. C'est ça, à l'heure exacte. C'est ce qu'on lui demande. Après, tout cela, ça participe à la sincérité du scrutin. Moi, je comprends ton point. Pardon. Rapidement, je comprends ton point, mais je veux dire, c'est juste 10 localités, en fait, où il y a eu des irrégularités, ça a été repris. Il y a eu des années précédentes où il y a eu des reprises. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. C'est la fameuse, ça. Ne dis pas que c'est la fameuse, mais aucune œuvre. Oui. Même toi-même, souvent, ce que tu dis, ce n'est pas parfait. Mais ça, on l'accepte et on passe dessus. On peut corriger cela. Bon, ça, on l'a dit. Ça, merci, messieurs. Barry, réaction et ensuite Élisée. Non, moi, je pense que dans le champ politique, on a l'habitude de voir la responsabilisation de l'autre. Mais on ne voit pas la responsabilisation de soi-même. Qu'est-ce que j'ai fait dans le processus électoral qui a entraîné des violences? Explication, Rien ne justifie la violence. Tout le monde est d'accord avec. Bien sûr. Mais on peut prévenir la violence. C'est-à-dire, quand on est passé par des processus où il y a eu des violences, on se prépare conséquemment pour les échéances. Qui vous dit qu'ils ne sont pas préparés? Non, je viens, je termine. Je ne dis pas, je ne fais pas un procès, je ne fais pas une série bashing. Je soulève juste des inquiétudes par rapport au processus. Parce qu'on sait qu'en Côte d'Ivoire, depuis le début des années 2000, il y a quand même eu des violences pré-électorales devant tout le monde. Et les responsabilités, comme je l'ai dit, elles sont partagées parce que les acteurs politiques ont leur rôle à jouer. C'est eux qui décident d'accepter le verdict. C'est eux qui décident de sensibiliser leurs militants. La CEI est l'institution qui organise le scrutin. Donc, elle aussi, elle doit mettre tous les moyens en œuvre pour garantir la crédibilité du scrutin. Tout à l'heure, je l'ai dit, il est vrai que l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Ça, on est tous d'accord. Voilà. Mais, encore une fois, il y a des faits qui sont visibles, qui peuvent mettre en doute la sincérité du scrutin. Il est dit qu'on doit ouvrir, par exemple, les bureaux de vote à 8 heures. Si on les ouvre à midi, est-ce que nous ne sémons pas le doute au sein du public électeur? Est-ce que ce n'est pas ce qui emmène les gens à se révolter? Donc, il y a ça. Et deuxièmement, l'encre indélébile. Mais vous ne dites pas que nous avons eu déjà une première élection avec ces failles constatées et qu'ils prendront donc toute la mesure pour régler justement pour ces 10 localités-là? Christelle, si vous remarquez bien l'évolution des compétitions électorales en Côte d'Ivoire, les problèmes d'ouverture des bureaux de vote ne datent pas de maintenant. Ça date de plusieurs élections et même les législatives de 2021, il y a des localités où les gens se sont plaints. Les problèmes des stickers, c'est les mêmes problèmes qui reviennent. Très bien. Donc, il y a un problème de crise de confiance aussi au niveau des acteurs politiques. Très bien. Il y a des acteurs politiques qui n'ont pas confiance aux institutions qui organisent les élections. Et là aussi, à ce niveau-là, il faut les interpeller. Là, je suis d'accord avec le président de la CEI. Il faut mettre aussi les acteurs politiques devant leurs responsabilités. Alors, Élisée Boloube, et ensuite, on va essayer de regarder dans ces 10 localités-là, est-ce qu'il y aurait, par exemple, des zones où il faudra regarder le plus? Élisée, allez-y. Bon, moi, je pense que point n'est besoin de revenir sur la question de la nécessité pour la CEI vraiment de garantir ou de rassurer, je dirais, le collège électoral et l'ensemble des Ivoiriens sur la crédibilité du processus. Je pense qu'on en a suffisamment évoqué, mais moi, je vais rebondir sur un des aspects de l'intervention de M. Cuibier, notamment l'appel à la non-violence. Je pense que notre code électoral, bien évidemment, sachant effectivement qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, a prévu éventuellement des mesures ou des processus de saisine en cas de contestation d'une situation qu'on trouve illégale. Donc, je pense aussi que c'est important quand même que ceux-là qui ont cette volonté-là de diriger les populations s'imprègnent en fait de ces mesures-là. S'imprègnent de ces mesures. C'est vrai que tout n'est pas parfait. On peut même estimer qu'on est victime d'une injustice. Mais la loi nous donne des mécanismes de saisine qui nous permettent de saisir la justice pour que justice nous soit faite éventuellement. Mais il faut qu'on utilise ces recours. Point n'est besoin de courir pour aller vraiment se faire justice ou bien mettre les populations dans des conflits ou bien dans des querelles. Ce n'est pas utile. Et je crois que peut-être que, moi je le dis honnêtement, hein, j'ai compris une chose. Je me dis peut-être qu'il faut qu'on corse même la loi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on légifère sur le fait que ceux-là qui sont à la base des troubles, sur les questions électorales, que ce soit des acteurs administratifs, que ce soit des acteurs politiques, que ce soit des acteurs militaires
ou sécurité, que vrai, ces personnes-là, d'une manière ou d'une autre, répondent devant la loi et subissent la rigueur de la loi. Peut-être que quand on va arriver à cette étape, ça va amener les uns et les autres à comprendre que la vie peut continuer après les élections, après la compétition. Très bien. Est-ce que vous pensez que dans ces zones-là, nous avons 10 localités, y aurait-il des zones rouges où il va falloir faire peut-être attention, Herman? Par exemple, Tia Salé tout de suite. Tia Salé, on sait un peu... Une zone rouge, selon vous, pourquoi? Une zone rouge, parce qu'il y a le député Assalé Timoko qui avait en son temps... Le député maire Thielek Somoko qui avait en son temps émis certains... Enfin, qui a fait voir un peu ce qui se passait là-bas. Ce n'était pas forcément rose. Et je crois qu'il faut regarder cela de près. Il y a aussi Quibli, parce que là-bas, il y a eu quand même des affrontements et autres. Il faut regarder aussi de près. Et il y a quand même... Mais je pense que de façon générale, en termes de sécurité, les notes ont été très bonnes pour la CEI lors des élections. Donc, je pense que ça va suivre. Mais il faut regarder un peu ces localités-là du fait de la qualité des gens même qui sont candidats. Vous savez bien que Assalé Tchomoko, lui, ne perd pas le temps à chaque fois pour interpeller. Donc, il faut regarder aussi ça de près. Daouda, vous pensez que Tia Salé pourrait être une zone rouge ou d'autres zones? Moi, pour moi, à part la seule zone rouge, pour moi, la seule zone rouge, c'est le Guémon, en fait. Parce que c'est le Guémon. Le reste, pour moi, ce sont des zones où les élections vont, pour moi, bien se passer dans l'ensemble. Parce que quand on regarde les résultats du Conseil d'État et d'après ce que certains candidats ont pu dire, c'est des problèmes de stickers, c'est des problèmes de personnes qui ont voté à la place de l'autre et autres. De dépouillement. Voilà, et de dépouillement. Mais pour le Guémon, c'est purement des empêchements de vote, c'est purement des affrontements qu'il y a eu lieu là-bas. Donc pour moi, je veux dire, l'autorité publique doit jeter un regard clair et précis. S'il faut déployer même l'armée, non, sérieux, dans le Guémon. Pour ceux qui se rappellent, en 2018, lors des élections à Lakota, il y a eu mort d'homme. Et quand il y a eu reprise finalement, quand l'armée a été installée dans la ville, les gens sont allés voter librement et calmement. La zone de l'Ouest, c'est une zone qui est assez difficile. Assez sensible. Et c'est assez sensible. Moi, j'ai suivi les élections au niveau de tout le plus. Mais je vous assure que... En quelle année? Cette année? Cette année, oui. Et quand on va, mais tu arrives dans des villages, il y a des villages qui empêchent des gens de voter. Clairement, parce qu'ils estiment que ces personnes-là ne sont pas de leur village. Et pourtant, ces personnes-là vivent dans ces localités-là. Donc, vous voyez que c'est des choses qui sont de nature... Assez sensible. C'est assez sensible. Quand tu empêches quelqu'un d'exprimer librement son vote, lui aussi, il estime qu'il a le droit de voter au même titre que tout le monde. Donc forcément, ça va envoyer du grabuge. Donc je veux dire, dans la zone de l'Ouest, c'est là-bas qu'il faut tourner vraiment le regard. Sinon, Tia Salé, on l'a tous vu, et je pense que Assalé Tchomoko l'a dit sur ce plateau ici, il n'y a vraiment pas eu de grabuge. Moi, je ne sais pas pourquoi il y a eu des prises là-bas, clairement, mais dans les autres zones, pour moi, dans l'ensemble, ça va. Alors, messieurs, avec votre permission, on va parler d'argent. C'est vrai que l'argent n'aime pas le bruit. On essaiera quand même d'en faire aujourd'hui parce qu'il s'agit de l'argent blanchi. Alors, la directrice générale de l'AGRAC, alors l'AGRAC entendez donc par l'Agence de recouvrement et de gestion des avoirs criminels, AGRAC, une institution qui entend recouvrer les avoirs criminels gelés ou saisis en Côte d'Ivoire. Elle a organisé mardi dernier à Abidjan une rencontre d'échange avec les banques et établissements financiers en vue de promouvoir ces actions. Mais le discours était clair. La directrice a estimé que la collaboration entre l'AGRAC et l'ensemble des établissements financiers de Côte d'Ivoire devrait être franche, dynamique et fructueuse en vue d'atteindre l'objectif de la dépossession effective du fruit des activités illicites des criminels. Herman Aboua, en clair, la directrice demande aux banques d'avoir une relation franche avec son institution quant à justement l'avoir douteux qui serait dans certaines institutions financières. C'est vrai, ce sont les banques généralement qui reçoivent tous ces fonds-là de ces personnes. Mais moi, je pense que c'est bien d'inviter. Ça, elle fait bien de les inviter. Mais il y a un truc, la présidente du pôle pénal et financier a indiqué quelque chose. Elle reconnaît même que les criminels lucratifs dissimulent fonds sales dans soit l'immobilier, dans les loisirs, dans les banques et autres. Donc, pourquoi fait-elle ce point? Pourquoi demande-t-elle une collaboration franche? Oui, mais parce que c'est la banque, tout le monde, enfin, c'est les banques qui reçoivent les fonds. Mais moi, je passe là. Il faut que ce pôle-là, qui traque, cette agence qui traque les fonds sales, le blanchiment d'argent, aujourd'hui l'immobilier.
Vous voyez, dans les quartiers, les maisons poussent. On ne sait pas où est-ce que les gens prennent de l'argent et de façon très liquide, construisent des maisons en un temps record. Donc, il faut il faut que cette agence lance un audit, Oui, mais un vaste occultez le audit point de des banques l'immobilier. d'abord. Et restons sur les banques. Comment est-ce que, pour que celui qui nous regarde comprenne bien, pourquoi est-ce que la directrice d'une telle agence demande une collaboration franche avec les banques? Mais parce que les banques reçoivent des fonds. Aujourd'hui, lorsque tu dois ouvrir... Et ces fonds-là ont Oui, mais parce que les banques doivent pouvoir savoir demander la provenance des fonds avant de les mettre. Même si les banques ont besoin de renflouer leur caisse, elles doivent pouvoir demander à celui qui a des fonds à déposer dans ces banques. Ce n'est pas le cas pour l'instant? Je pense que les banques, généralement, ont besoin d'argent. Souvent, ne jettent pas forcément un coup d'œil sincère ou bien sur la provenance. Parce que quand j'ai besoin d'argent, quelqu'un me l'envoie, peut-être c'est à ce niveau-là qu'elle demande la collaboration franche. On reviendra sur le point de l'immobilier, Daouda. Bon, déjà, il faut Quel est votre point de vue sur la question? Mon point de vue sur la question, c'est qu'il faut comprendre déjà que la lutte contre le blanchiment des capitaux, en fait, est une tâche qui est très complexe. C'est très complexe et il est nécessaire d'avoir une approche, en fait, multidisciplinaire. Dans un premier temps, la question que tu posais à Herman, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi on demande une certaine transparence au niveau des banques? Parce que les banques crédibilisent l'argent sale. Elle parle de franchise. Oui, justement, mais dès l'instant que quelqu'un entre avec l'argent, que ce soit l'argent de la drogue, l'argent du trafic d'êtres humains ou du trafic d'organes, non, ça existe, trafic d'organes, mais quand il passe par la banque, l'argent devient propre. On peut utiliser l'argent dans tous les banques, on va voilà. dire. Mais je dis la banque de façon globale. Ça, c'est un véritable problème. Donc, pour moi, aujourd'hui, quand vous regardez aujourd'hui autour de nous et dans le monde, dans sa globalité, on assiste aujourd'hui à la montée en puissance du terrorisme. Parce que quand l'argent est rendu propre dans un pays, forcément, cet argent peut être encore envoyé dans un autre pays pour aller financer d'autres activités criminelles dans d'autres pays, en fait. Donc, c'est pour lutter contre tout ça, en fait, que la directrice demande que les gens fassent en sorte qu'il y ait une certaine transparence. Mais pour aller loin dans ce que tu dis, moi, je trouve que c'est une bonne initiative. De dire aux uns aux autres, oui, soyez transparents. Parce qu'ils mettent l'argent dans l'immobilier, dans les boulangeries, dans n'importe quoi. Alors, c'est quoi être transparent dans ce domaine-ci? Mais dans la transparence dont elle parle, justement, c'est que tout argent qui rentre, je ne sais pas si pour vous, si vous le savez, mais moi, ma banque, quand tu y vas, que tu déposes déjà même 3 millions, on te demande d'où vient ton argent. Tu dois prouver par A plus B que l'argent que tu viens de déposer vient soit de ton salaire, soit vient de ton salon de coiffure, soit vient de ta boulangerie. Voici les revenus. Et quand on n'arrive pas à prouver cela... Quand on n'arrive pas à prouver cela, on va pousser les enquêtes pour aller un peu plus loin, pour savoir d'où l'argent vient. Mais pour moi, aujourd'hui, pour pouvoir lutter contre cela, il faut qu'il y ait d'abord, dans un premier temps, il faut que l'État et même la directrice dans son organisation fassent en sorte que, aujourd'hui, les gens se bancarisent. C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, le taux de bancarisation est tellement bas que finalement, ceux qui ont de l'argent sale arrivent à mettre de l'argent. Il y a trop de liquide, il y a trop de cash qui se promènent. On est à combien de pourcents déjà, Daouda? Mais je dis, je ne connais pas les chiffres de façon exacte, mais on n'atteint pas les 40% en termes de bancarisation en Côte d'Ivoire. On reviendra. C'est trop. C'est trop, on n'est même pas... Une vingtaine de fois. Alors, voilà. Barry, votre point de vue sur la question. Pourquoi demande-t-elle la franchise, justement, aux banques? Pensez-vous que nous sommes dans une situation opaque? Daouda disait que toute somme, enfin, d'un certain montant, peut-être... moi, je vais extrapoler, peut-être 1 milliard, 2 milliards, on vient, on dépose, ou même peut-être 500 millions, et on ne demande pas comment c'est arrivé, qu'est-ce que vous faites dans la vie, on prend. C'est de cela qu'elle parle, selon vous? Ben justement, parce que la transparence dont elle parle, il faut d'abord dire que les banques ont une interaction professionnelle avec l'agence de recouvrement des... Tout à fait. La GRAC. La GRAC. Donc, il y a une interaction professionnelle entre les deux. C'est-à-dire que les banques sont les premiers partenaires de l'agence quand il s'agit d'exécuter ses missions. Donc, plus les banques seront transparentes, moins l'agence aura des difficultés dans son travail. Mais ce qu'il y a lieu de dire ici, c'est qu'en Côte d'Ivoire, comme dans la plupart des États africains, nous sommes dans des économies très fragiles et dans des économies qui évoluent dans des zones géopolitiques qui sont tout le temps en fluctuation. Il a évoqué le terrorisme. Mais moi, je ne dirais même pas de terrorisme, je parlerais des crimes organisés. Parce qu'il y a le trafic de drogue, il y a le trafic de cigarettes et d'autres matériaux, le trafic de bois, le trafic de cacao. On n'en finit pas avec les trafics. Donc, ce sont ces trafics-là qui peuvent mettre à mal la sécurité intérieure du pays. Donc, plus les banques seront transparentes, plus l'agence sera efficace au niveau institutionnel
et au niveau de la pratique de ces cahiers des charges. Mais il y a autre chose, il y a le système informel dans lequel la plupart de nos économies évoluent. Il y a de l'argent qui circule en ville, l'argent n'est pas forcément blanchi, mais l'argent est le fruit d'activités lucratives, d'activités qu'on sait tous. Mais il y a une crise de confiance entre les acteurs évoluant dans le système informel et les banques. On a parlé de non-bancarisation. Voilà. Le taux de bancarisation, justement, c'est parce que certains acteurs qui évoluent sur le territoire n'ont pas confiance aux banques. Parce que les gens se disent quoi? Je dépose mon argent à la banque pour retirer, pour exécuter une tâche. Il y a toute une procédure administrative, il y a toute une lourdeur. Donc, les gens préfèrent garder le liquide sur eux. Donc, excusez-moi, il y a ce que j'appelle la culture de la liquidité sur soi. Les gens préfèrent avoir l'argent liquide avec eux que d'aller déposer cet argent dans une banque. Donc, cet état de fait-là ne peut pas faciliter la tâche et aux banques et aux agences et à l'agence gouvernementale qui est en charge du recouvrement. Élisée, pour vous, c'est une vraie problématique qu'elle pose? Oui, c'est une problématique importante. Tout à l'heure, vous demandiez pourquoi elle décide de rencontrer les banques et échanger avec eux, mais c'est simple. La réponse se trouve sous nos yeux. 49,87% des avoirs criminels sont des comptes bancaires. C'est-à-dire la moitié des avoirs criminels aujourd'hui que l'AGRAC gère sont des comptes bancaires. C'est important. Ça veut dire que... Comment comprendre? Comment est-ce que vous comprenez ça, justement, Élisée? Mais ça veut dire que tous ces gens qui s'adonnent au blanchiment d'argent et à tous ces trafics et autres-là, s'appuient sur la banque, effectivement, pour faire écouler leurs biens. C'est ce que ça veut dire. Parce que 49%, cette agence a la responsabilité de gérer les avoirs qui sont reconnus comme des avoirs criminels. Mais elle vous dit que dans ce portefeuille qu'elle a là, il y a 49,87% qui sont des comptes bancaires, c'est-à-dire qu'ils sont logés donc dans des banques. C'est-à-dire que c'est important. Voilà, c'est des chiffres vraiment alarmants. Donc c'est important quand même qu'on sensibilise ces établissements financiers-là sur la nécessité d'être beaucoup plus regardants sur la traçabilité des fonds qu'ils reçoivent et qu'ils gèrent. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, on est exposé à toute forme de criminalité. Vous savez, les criminels, ils sont ingénieux. Chaque fois, ils sont en train d'imaginer des mécanismes, en tout cas, pour pouvoir passer les mailles. Donc, c'est au niveau aussi des institutions bancaires, on ne se donne pas la main d'association avec les institutions habilitées à lutter contre ces criminalités-là. On va se retrouver dans un système à un moment donné où même peut-être que de 49%, on se retrouverait à 75% de ces avoirs-là qui sont des comptes bancaires. Est-ce qu'on peut comprendre justement, Élisée, avec vous, que les banques faisaient juste leur travail, mais peut-être qu'on n'avait pas assez on n'allait pas en profondeur pour avoir la source de l'argent déposé? Non, je ne pense pas qu'elles ne faisaient pas leur travail. Parce que vous savez, au niveau de la BCAO, il y a des mécanismes... Non, je disais, elles faisaient juste leur travail, mais n'avaient pas peut-être le point de l'origine. Bon, moi, je n'irai pas jusqu'à les justifier ou à vraiment les condamner. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau même de la Banque centrale, il y a un mécanisme qui est mis en place pour pouvoir tracer les fonds, de sorte à ce qu'on puisse déceler si des fonds sont criminels ou pas. Et ça, c'est à la disposition des institutions bancaires. Donc, en réalité, si les uns et les autres sont animés par une volonté de pouvoir utiliser ces mécanismes-là, ils doivent pouvoir avoir une connaissance aujourd'hui de la provenance des fonds et une traçabilité de la provenance des fonds. Donc, quelque part, soit il y a une négligence, soit il y a eu un refus de faire le travail, soit il y a complicité. Mais moi, comme je le dis, je ne vais pas conclure pour dire peut-être c'est ça qui est à la base, mais vraiment, c'est des hypothèses qu'on émet. Mais une chose est sûre, c'est que le constat aujourd'hui, il est alarmant. Si 50% des fonds qui sont gérés par l'AGRA, qui sont des fonds criminels, 50% pratiquement sont des comptes bancaires, c'est-à-dire qu'il y a un souci. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut faire à ce niveau-là. Herman, avant de passer à Daouda et Barry, vous parliez justement qu'il faut regarder, alors pour avancer dans le débat, il faut regarder du côté de l'immobilier. Pourquoi vous disiez cela? Mais moi, je me demande, parce que chaque jour, il y a des immeubles qui poussent à Abidjan. Mais il y a des gens qui travaillent on se demande façon sincère et vraie, Herman. Ça, c'est sûr. Voilà pourquoi je n'ai pas dit on allait arrêter tout le monde. J'ai dit que je souhaite un vaste audit. Parce que l'agence peut commencer de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Savoir d'où est-ce que ces personnes-là prennent leur argent pour faire des immeubles. Au moins, parce qu'aujourd'hui, il y a eu 318 comptes bancaires qui ont été saisis, n'est-ce pas? Si peut-être aussi, on aura la moitié de ces immeubles-là qui seraient saisis, et on peut donner ces immeubles-là à des personnes qui... on parle de logements sociaux, on peut utiliser à cela. Parce que je sais que dans l'immobilier, on peut voir... Parce que c'est là la résultante, souvent, du blanchiment d'argent. Vous pensez que ce secteur-là est un peu opaque, flou? Mais vous-même regardez, quelqu'un qui a de sa vie... Aujourd'hui, il y a des gens, des fonctionnaires de tout niveau
qui ont des immeubles, qui construisent des immeubles. Où est-ce qu'ils prennent l'argent? Le travail, on te paye le salaire, il y a des salaires, on te paye pendant 30 ans, 50 ans. Tu ne peux pas sourcer un immeuble. Donc il faut bien demander. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas des activités parallèles, mais des activités parallèles qui soient légales. Il faut qu'on regarde. C'est pourquoi j'invite à un vaste audit. L'agence peut écouter cela. Très bien, et assurément. Et Herman conseille l'agence d'écouter cela, on retient. Et nous, on va rouvrir la thématique. Hein. Permettez, messieurs, que nous puissions juste maintenant laisser le problème d'argent. Mais peut-être qu'avec elle aussi, on parlera d'argent, pourquoi pas. Il s'agit de Anna Ewane. Anna Ewane qui arrive, elle est promotrice du Salon africain de la relation client et des centres d'appel. Anna Ewane, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir. Très bien. Alors, vous êtes là pour nous parler de la 9e édition du Salon africain de la relation client et des centres d'appel. Pourquoi une telle initiative? C'est vrai que vous êtes à la 9e, mais bon, on peut toujours en parler. Pourquoi une telle initiative? Alors, déjà, merci pour la question. Les centres d'appel, c'est important. Les centres d'appel, c'est une vitrine. Les centres de contact, même, ce sont des vitrines pour les clients qui leur donnent l'opportunité de se plaindre, de s'exprimer et de dire aux clients, de dire à leurs fournisseurs ou à leurs partenaires ce qui ne va pas et pour pouvoir trouver des solutions. En Afrique, la relation client n'est pas facile. Donc, l'initiative est venue du fait qu'on voulait rassembler les centres de contact internationaux, mais aussi locaux, et leur donner une vitrine pour pouvoir être plus professionnels. C'est la première raison. Et la deuxième, c'est vraiment donner l'opportunité aux jeunes Africains de, bien entendu, avoir l'opportunité de travailler, chercher un emploi, trouver un emploi et évoluer en matière de carrière dans les métiers de la relation client. Ok. Élisée? Je pense que ce salon-là, on ira tous et j'exhorte tout le monde à y aller parce que la question de la relation client est un véritable problème sinotropique, que ce soit dans l'administration publique, que ce soit dans l'administration publique, que ce soit au privé. Non, c'est une réalité. Il suffit juste d'aller dans un service et puis on se rend compte tout de suite que la relation client n'est pas la chose, en tout cas, sur laquelle on met l'accent. Ça, c'est une réalité. Mais qu'est-ce qui explique que ce qui paraît être la chose la plus, pour moi, c'est le premier contact avec une entreprise, mais ce qui semble être le cœur même, qui devait être le cœur d'attraction de l'entreprise, soit aujourd'hui abandonné. Qu'est-ce qui explique ça? Alors, la formation. Les jeunes doivent être formés, ils doivent être instruits, ils doivent savoir comment faire. Et donc, le salon vient donner l'opportunité à ces jeunes d'en savoir davantage sur comment servir un client, ne pas perdre son sang-froid lorsqu'il est en face d'une situation compliquée ou d'une situation difficile, quel que soit le secteur d'activité, banque, assurance, télécom et tout, même au marché, dans les supermarchés. Donc c'est le but. Moi, ma question, vous savez, aujourd'hui, il y a l'avènement de l'intelligence artificielle. Souvent, les call centers, aujourd'hui, de plus en plus, avant même de passer à un conseiller client physique, il y a quand même une voix qui vous parle. Qu'est-ce qui change aujourd'hui avec cet outil? Alors, l'humanisation de l'intelligence artificielle est un sujet d'actualité. On en parle, mais on ne sait pas ce qui se fait à l'arrière. Alors, l'organisation de ce salon permet d'amener des professionnels qui en parlent, qui expliquent et qui vous disent exactement comment, pourquoi concrètement, pourquoi c'est un robot qui vous a parlé pendant 2 minutes avant d'avoir un téléconseiller. Je veux mon solde bancaire, c'est une voix qui vous demande votre numéro de compte et qui vous donne le solde. C'est déjà intégré dans des pays occidentaux. Pourquoi pas en Afrique? Très bien. Daouda? Vous parlez des centres d'appel. Moi, j'avoue que j'ai un problème particulier avec les centres d'appel. J'en ai même rabrouillé une ce matin. Justement, Daouda, on vous demande... Elle parlait de sang-froid? Oui, on parle de sang-froid. Oui, mais j'estime que je n'ai pas autorisé quelqu'un à m'appeler 2 fois par jour, 3 fois par jour pour la même problématique. Ou bien m'appeler à chaque fois pour me vendre quelque chose. Vous ne trouvez pas que c'est un peu agaçant, madame? Personnellement, je ne vais pas juger les entreprises qui utilisent ces canaux pour vendre leurs produits. Parce que c'est très fréquent et c'est international, c'est depuis de longues dates. Il y a beaucoup de gens, effectivement, qui n'ont pas le temps. Et donc, oui, ils ne veulent pas être dérangés. Par contre, ceux qui ont le temps et ceux qui n'ont pas nécessairement l'information, ils sont intéressés d'avoir des informations, mais c'est vrai que de façon régulière et de façon
intempestive, Deux ça fois, peut être 3 fois, gênant. ça peut Mais être j'ai une gênant. petite relance Oui, rapidement. C'est qu'aujourd'hui, tantôt, vous parliez de formation des jeunes. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que aussi c'est parce que les centres d'appel aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Oui. c'est devenu en fait de l'esclavagisme d'État moderne quand on sait que certains call centers sont payés à moins de 100 000. Souvent même certains sont payés plus bas que le SMIC. Et on leur demande de garder leurs 100 francs malgré le maigre salaire, qu'elle doit quitter son quartier Yopougon pour se retrouver à Billetterie. Est-ce que ce n'est pas Alors- ça qui fait que le 100 francs, on perd son 100 Et francs? subit des clients souvent comme Daouda qui sont impatients. Alors, effectivement, là, je sonne c'est une sonnette d'alarme parce que les centres d'appel qui seront représentés, qui sont représentés dans le salon de la relation client sont triés au pain et fin. Et beaucoup qui savent qu'ils ne traitent pas bien leurs employés, ils ne viennent pas se exposer. Très bien, Barry. Et il nous reste 1 minute. Vous avez parlé tout à l'heure de formation, de problèmes de formation pour les call centers ou les agents. Quelle est la place de la psychologie? Moi, je suis féru des sciences humaines et sociales. Oui. Quelle est la place de la psychologie dans cette formation? Alors, j'aime beaucoup la question, merci. Alors, la psychologie, j'irai beaucoup plus loin que la psychologie et on apprend l'empathie. L'empathie, c'est un mot, ça semble être un simple mot, mais c'est une réalité. On apprend à nos collaborateurs, aux personnes qui sont intéressées par ces métiers de la relation client, on leur apprend à se mettre à la place du client. Très bien. Alors, rapidement, on va revenir sur Une le menu. question. Ce salon africain à sa 9e édition, Oui. qu'est-ce qu'il y aura au menu et puis quelles sont les innovations? Alors, la principale Rapidement. innovation, c'est ChatGPT, qui est de l'intelligence artificielle qui est donc mise en exergue pour pouvoir expliquer à tout le monde qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ChatGPT? Pourquoi doit-on en avoir peur? Doit-on vraiment accepter ChatGPT qui parle 90 langues africaines en Afrique? Oui ou non? Est-ce qu'on doit en avoir peur ou bien est-ce qu'on doit l'utiliser à notre Et dans on notre sera intérêt? donc tous et toutes avec vous du 23 au 25 novembre. Ça se passera donc au Novotel 2023. Donc, ça a démarré Aujourd'hui, Ça a le 23, démarré c'est aujourd'hui. aujourd'hui. Donc, demain et après-demain. Voilà. Donc, faites un tour. Et puis, ça va peut-être nous aider à nous maîtriser quand on nous appelle 50 fois, 50 000 fois pour le même. Qui que vous soyez, 50 Le fois, message est passé. vous n'allez pas supporter. En tout cas, merci Madame Anna Iwane d'être venue. Vous êtes promotrice du Salon africain de la relation client et des centres d'appel. Merci d'être venue. On se retrouve tout à l'heure. Encore une fois, bonsoir et merci d'être avec nous. Le porte-parole du PDCI-RDA, Monsieur Soumaïla, l'honorable Soumaïla Kouassi Bredoumi est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Et madame. merci d'être avec nous. Pas de problème. On s'intéresse au PDCI-RDA, évidemment. Le 16 décembre, il y aura donc cette grande rencontre attendue, est-ce que je pourrais dire par le monde entier, mais bref, en tout cas qui cristallise l'attention. Comment est-ce que ce parti, justement, se prépare à cette étape cruciale, peut-être vers la recollection du pouvoir d'État, pourquoi pas en 2025? Merci madame, merci monsieur. Je suis heureux de vous retrouver ce soir pour parler du PDCI RDA qui est ma passion. En ma qualité de porte-parole, je peux d'abord vous dire, il faut rappeler que nous avons perdu de manière brusque et inattendue le président Henri Konan Bédié, qui est une figure emblématique de l'Afrique et du monde entier, qui a géré ce pays, qui a été la continuité des œuvres du président Félix Houphouët-Boigny. Et donc, le PDCI RDA est un parti démocratique. Un parti démocratique qui fait la promotion de la démocratie. Et donc, il faut respecter les tests. Nos tests prévoient qu'en cas de disparition du président en exercice au PDCI RDA, il y a un président intérimaire. Mais le président intérimaire est encadré d'abord par l'âge, le doyen des vice-présidents. Il a 6 mois pour organiser les élections, sauf si le temps qui reste est inférieur à ou égal à 1 an. Donc, le président Koubli-Boni Philippe assure l'intérim depuis le 2 août 2023. Et pour respecter le terme des 6 mois, et tenant compte de l'actualité nationale à partir de janvier la CAN, on a pensé qu'il fallait faire donc les élections avant l'année 2024. Donc, pour ce faire, il y a un certain nombre de dispositions qui ont été prises. La première, une commission de supervision est mise en place, une commission des élections est mise en place, une commission de validation des candidatures est mise en place, une commission de contrôle de la liste électorale. Très bien. N'allez pas vite en besogne, parce que justement, ils sont là pour vous poser des questions. Herman, on démarre avec vous. Première question, il y a que certains disent déjà qu'ils ont leur candidat dont la candidature a été validée. Est-ce qu'à ce jour, on a la liste définitive
des candidats à la présidence du PDC-RDA lors de ce congrès extraordinaire? Jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau président, mon mandat de porte-parole court. Et en ma qualité de porte-parole, rien d'officiel n'est dit ni sur la liste qui va être ni sur les candidatures. Il n'y a rien. Ce sont, vous savez, actuellement, avec l'actualité et les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'informations. Mais moi, j'ai vu certaines choses, mais pour le moment, le processus de sélection continue. Et rien n'est encore publié, rien n'est encore décidé. Et je peux vous dire que actuellement où je suis en train de vous parler, le comité est au travail. D'accord. Daouda. Monsieur Bredoumi, le PDCI est votre passion. Oui. Et quels sont les enjeux de cette élection pour votre passion? Les enjeux, c'est d'abord qu'il nous faut un président. Parce que le poste, il est vacant de par la nature. Donc, il faut un président, il faut respecter les tests. Nous aurons donc un président parce qu'on ne peut pas aller à la bataille sans un chef d'état-major. Donc, il faut un président qui va prendre les choses en main, qui va suivre la vision, parce qu'il ne s'agit pas de changer de vision. Il s'agit de continuer la vision de Félix Houphouët-Boigny et de Henri Konan Bédié et véritablement se mettre au travail parce que plus que jamais, et il n'y a pas eu autant de chances pour le PDCI d'acquérir le pouvoir d'État. Je peux vous le dire, je suis un député du monde rural, je suis avec certaines choses. Aujourd'hui, la vérité, c'est qu'on a vu d'un changement. Parce que quand on regarde l'environnement politique, l'environnement économique, l'environnement social, le taux de pauvreté n'a pas baissé. J'étais à l'Assemblée, à la défense du budget, j'ai posé la question à Madame le ministre chargée de la lutte contre la pauvreté. Madame, quel est le taux de pauvreté? Elle a commencé à me définir la pauvreté. Mais c'est le ministre du budget qui a dit le taux de pauvreté il est de 39%. C'est que quand je dis 40%, je ne suis pas loin. Il dit en 2030, on va réduire ça à... Donc si vous venez aux affaires, vous allez faire changer les choses. Pendant 15 ans, on n'a pas pu faire bouger significativement le taux de pauvreté. Rappelez-vous que le vice-président a dit à New York qu'on était à 35%. Très bien. Alors, Barry, question. Alors, M. Bredoumi, l'histoire du PDCI RDA nous apprend qu'en 1993, le parti perdait le président Félix Houphouët-Boigny. Oui, et après le décès du président, il y a eu une forme d'implosion qui a donné naissance à un certain nombre de partis politiques que je ne vais pas citer ici. Alors que là, en 2023, le PDCI est encore touché par le deuil. Il perd un illustre fils de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, le président Henri Konan Bédié. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'implosion avec le nombre de candidatures que vous avez pour cette élection? Ce qui est bien avec la mort, c'est qu'elle ne frappe pas seulement d'un seul côté. Pourquoi vous dites ça? Non, parce que c'est comme on dit encore. Ça dit qu'on a comme les jeunes qui écoutent, c'est comme si c'est le PDCI seulement qui est frappé chaque fois par la mort. Mais les autres partis, et ils survivent à cela. Ils survivent à cela. Cela veut dire que la mort peut arriver, elle arrive, mais il faut se mettre face à la réalité. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut un président. En 1993... Maintenant, le risque d'implosion dont il parlait. En 1993, c'était ceux qui voulaient appliquer la Constitution et ceux qui ne voulaient pas appliquer. Rappelez-vous quand il y avait l'article 11 de la Constitution qui disait qu'en cas de vacances, c'est le président de l'Assemblée nationale qui termine le mandat. Il y a eu même des députés qui ont refusé que l'article 11 s'applique. C'est pourquoi au PDCI RDA, nous disons, c'est les tests, le parti démocratique. Je vais vous expliquer le processus. Donc si on respecte les textes, il n'y a pas d'implosion. Et c'est ce que nous savons. Le fait d'avoir plusieurs candidatures est un signe de vitalité et non de discussion. Parce que tout le monde pense que le parti est important. Si le parti n'était pas important pour eux, il sera là ailleurs. En 2018, quand on a quitté le RHDP, certains sont partis. Mais ceux qui sont restés de 2018 à maintenant, comme moi, Bredoumi, je ne suis pas là pour l'argent, je suis là pour des valeurs. Et les valeurs du PDCI sont celles qui font notre passion. Et vous avez dit que c'est vraiment votre passion, donc vous êtes resté. Voilà. Permettons à Élisée Boloubeu de vous poser une question honorable. Monsieur Bredoumi, tout à l'heure, dans vos propos, vous avez dit qu'après avoir sondé le monde rural et autres, vous sentez une volonté de changement. Absolument. Est-ce que ce changement est lié à la gouvernance ou le changement est lié à un renouvellement du personnel politique en Côte d'Ivoire? Non. Ce renouvellement part d'abord de l'état que chacun vit. Je ne sais pas si vous savez que le riz coûte cher. Je ne sais pas si vous savez que le sucre est même rare. Il y a une mesure. Hein. Le ministre du Commerce avait dit qu'il est disponible. Moi, j'ai rencontré le ministre du Commerce. Oui, je termine. Alors, il l'a dit, et on a reçu ici le directeur du Commerce. Oui. Le sucre est disponible. Donc, vous nous dites que vous ne constatez pas qu'il serait disponible, c'est cela? Non, madame. Disponible et accessible, ça fait deux choses. Très bien. La disponibilité n'est pas l'accessibilité.
Vous pouvez avoir quelque chose qui est disponible ici, mais celui qui n'a pas accès. L'accessibilité, vous allez dans un magasin. Moi, j'ai fait le tour. Vous allez dans le grand surface, vous avez au prix réel. Mais quand vous êtes en Dakoro dans mon village, et qu'on vous dit que c'est 1300 francs le kilo, vous allez prendre 1000 francs ou 2000 francs par là, tant que c'est pour venir à bien pour Donc prendre. tout ceci pour vous demande un changement. Un selon changement de l'état de la vie. Je vous ai parlé du taux de pauvreté. Mais si vous avez 4,9 personnes, c'est-à-dire 5 personnes sur 10 qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté, ces gens-là, ils ont vu que leur état change. Donc ce changement est lié à la gouvernance. À la gouvernance et à l'état de pauvreté et de misère que les Ivoiriens vivent. Monsieur Brindoumi, êtes-vous un pro-Dikawe? Je suis un pro-Oufoué, un pro-Bédié, un pro-PDCI. Parce que pour le moment, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il n'y a pas de pro-personne. Il y a des pro-PDCI. Et le fait que vous dites que je vais être candidat pour succéder à Bédié ne vous donne pas au pouvoir de créer un clan à part, de créer une vision à part. Il y a des clans en ce moment? Non, je vous dis, ne vous donne pas. Il n'y a pas de clans. Il y a des équipes de campagne qui sont constituées officiellement avec des directeurs de campagne et des porte-parole. Herman. Ma question, on sent que vous êtes accroché au test, hein, c'est bien. Oui. Comment doit-on lire la disposition sur les 10 années de présence au bureau politique, qui est une disposition qui fait débat? Non, ça ne fait pas débat. C'est pour ceux qui ne connaissent pas. On dit qu'il faut avoir fait preuve de votre appartenance au bureau politique pendant 10 ans. Il faut avoir des preuves. Moi, Brédoumi, je l'ai montré sur certaines choses. Je suis quelqu'un qui est membre du bureau politique. J'ai ma carte du bureau politique. Je peux vous la montrer. Alors, est-ce que justement, parlons de ce bureau politique là, attendez. Voilà les cartes. Elle est renouvelable? Attendez. La mienne part depuis 2010. Attendez. 2010, voilà. C'est ça, 2010. Et elle écrit bureau politique. C'est ça. 2010, très bien. Et derrière la carte, il y a les stickers. Chaque année que vous payez, on vous met un sticker. Madame, avec tout ce que vous avez comme potentiel, si vous partez aujourd'hui PDCI, vous allez là-bas, vous ne pouvez pas payer. Parce que vous n'êtes pas dans la base. Et la carte, vous n'avez pas la carte en fait. Vous n'avez pas la carte. La carte, elle a un code QR. Elle a tout. Donc, le PDCI est le seul parti qui a ce dispositif. Donc, vous allez, chaque année, vous payez. Si moi, je voulais être candidat, je présente ma carte, voilà mes stickers, voilà chaque année. Mais d'où vient-il ce débat, justement, que le candidat Thiam ne serait pas, n'aurait pas de carte à prouver peut-être? Le PDCI RDA n'est pas un parti qui veut se trouver un président par défaut. Daouda. Le PDCI RDA ne veut pas se trouver un président par défaut. Monsieur Brédoumi, la question que je vous pose, elle est simple. Pendant de nombreuses années, on le sait tous, le PDCI a été aidé, a même vécu à la poche de M. Arikona Bédié. Malheureusement, M. Arikona Bédié n'est plus. Qui pourra faire vivre le PDCI de sa poche aujourd'hui? Des 4 candidats, des 4 ou 5 candidats qui vont sortir, ou même des 10 candidats qui vont sortir. Mais le PDCI n'est pas parti aux enchères. On sait que ce n'est pas aux enchères, mais elle a vécu dans la poche de M. Arikona Bédié. Attendez. Moi, j'ai été, depuis 2018, un des proches du président Arikona Bédié. Je vais vous faire une confidence. Allez-y. Moi, le président Bédié m'a permis de le rencontrer dans sa chambre pour parler des problèmes en tant que porte-parole. Donc, je peux dire que j'ai été proche du président. À partir de ce que je suis sorti de celui-là, j'ai dit je ne peux pas abandonner ce monsieur. Donc, le président Bédié m'a dit qu'il finançait effectivement par coup de millions par jour. Par jour? Je ne veux pas vous dire le montant. Mais il m'a dit le montant, le parti. Par ses propres ressources et par des cadres et des amis qui l'aidaient. D'où la question de Daouda, justement. Et aujourd'hui, le défi, justement, c'est de faire en sorte que le président puisse s'autofinancer. Ça fait partie d'une des réformes que le prochain président doit avoir. S'autofinancer. Même si vous avez les moyens, s'autofinancer. Et puis le PDC, un parti politique, ça se gère comme un État. Je ne vais pas vous dévoiler ici tout ce qui était les capacités de financement de notre parti. Ça, je ne peux pas vous le dévoiler. Mais le parti ne sombrera pas, quel que soit celui qui va venir, on aura les moyens de financer notre parti. Barry et ensuite Élysée. Alors, M. Brédoumi, on parle d'argent. Oui. Et récemment, il y a la loi sur le financement des partis politiques qui a été votée à l'Assemblée nationale. Alors, en tant que porte-parole du PDCI et député de la Nation, quelle est votre lecture sur cette loi-là qui a été votée? Nous avons tout dernièrement regardé cette loi. Je crois même que nous avons voté abstention
je ne sais pas. Parce que nous avons posé un certain nombre de problèmes sur cette loi. Le fait de rendre cette loi modernisée, elle est bonne. Il n'y a pas de problème. L'argent public doit suivre un certain nombre de contrôles. Mais nous avons estimé que cette loi était en défaveur des partis d'opposition parce qu'elle tient compte des élus au Parlement. Or, le Parlement, la Chambre haute du Parlement, a une tiers qui est choisie par le président de la République. Moi, j'ai posé ce problème. Et les tiers choisis par le président de la République viennent en bonus quand on fait les calculs de financement aux partis au pouvoir. Alors, pourquoi le président de la République, qui est au-dessus des partis, ne donnera pas les postes de ces tiers en partie de la péréquation des autres, des élus? Voyez-vous? Ou bien on dit carrément, le président, il nomme les tiers, mais ces tiers ne vont pas être comptabilisés comme étant des élus du parti au pouvoir. Ou bien le président dit, moi, vous avez 20% des députés à l'Assemblée nationale, je vous donne 20%. Mais il faut revisiter le texte. Il faut revisiter le texte. Donc, voyez-vous, cette loi-là, elle n'est pas juste, elle n'est pas équitable. Or, le PDCI-RDA, dans son préambule, pas de justice, de paix, d'équité et de démocratie. Élisée Boloube. J'ai une préoccupation, un point d'éclaircissement que je veux savoir, M. Bredoumi. Au PDCI, le bureau politique, il est annuel? Est-ce qu'il est nommé chaque année ou bien il est nommé chaque décennie? C'est comment fonctionne le bureau politique au PDCI? Le bureau politique du PDCI-RDA est un organe. Il y a le congrès, il y a la convention, il y a le président du parti qui est un organe. D'accord. Il y a le bureau politique, etc. Donc, c'est un organe. Et cet organe, il est renouvelé chaque année et chaque 5 ans. Chaque 5 ans. Chaque 5 ans. D'accord. Le président, mais la dernière en 2012, C'est ça. on est sorti et la liste est publiée et communiquée. On avait 400 membres. On a donné donc au président d'avoir 2 mois pour nommer, pour publier, parce qu'on n'a pas pu le faire. C'est un organe, on lui a donné ce pouvoir-là. Le PDCI-RDA est un parti de présidentiel fort, comme le système de notre pays, parce que c'est nous qui avons fait le fondement. Donc, et à partir de ce moment-là, il y a donc 400 membres. Vous vous rappelez bien, on a fait un congrès extraordinaire. Le président donc avait nommé, et puis on est arrivé après les 1500-2000. C'est ça. Donc on a pris une résolution au congrès extraordinaire de valider tout ça là avec rétroactivité. Donc tous ceux qui ont été nommés par le président qui restent là, on a sauté l'article 54 qui limitait à 400 et on a dit les décisions du président, puisque ces décisions ont eu un impact sur d'autres décisions, il faut la faire rétroactive. Donc tout ce que le président a nommé avant sont considérés comme tels. Parce que tous les candidats actuellement sont membres du bureau politique, ils sont parmi les... Parlons du Katia, mais Herman, non, directement. Non, je n'aime pas personnaliser. C'est de lui qu'il s'agit. Est-ce qu'il a ces 10 ans de bureau politique? Est-ce qu'il comptabilise les 10 ans de bureau politique? Moi, je suis porte-parole, je ne suis pas porte-parole d'un candidat. C'est ça. Mais je vous dis que, pour le moment, pour ce que je sais, tous les candidats sont qualifiés, sauf quand ils auront démontré qu'ils ne sont pas qualifiés. D'accord. Monsieur Bredoumi, allons-y, Daouda. Tous les candidats, on va attendre qu'ils soient qualifiés. Moi, je pars du principe qu'ils sont tous qualifiés. On fait les élections, quelqu'un est élu. Peut-être que ce sera Gikaouye, Thiam ou M. Benjo, qui on veut. Donc, comment le PDCI envisage-t-il de se repositionner en face du mastodonte qu'est aujourd'hui le RHDP et quelle sera la priorité du PDCI après l'élection de son président? Il a fallu à un moment donné quelqu'un pour battre Cassius Clay à la boxe. Vous voyez, vous voyez en John King aujourd'hui. Donc, voyez-vous, il a fallu quelqu'un à un moment donné. Donc, tout pouvoir a une fin par rapport à votre passé, par rapport à vos actions, etc. Et nous pensons qu'aujourd'hui, la première chose que le président doit avoir, c'est d'abord de consolider l'union autour de lui. Parce que quand vous faites les élections, il y a toujours des gens qui sont un peu frustrés. Il faut les rassurer, il faut intégrer. Et le président Bédié m'a dit que c'est en équipe que vous allez gagner. J'ai dit quelque part que le président Bédié, une dernière message m'a dit, je souhaite que le PDCI revienne au pouvoir avant qu'un jour je quitte la scène politique. Malheureusement, la nature n'a pas voulu. Donc, c'est une mission pour nous de faire en sorte que nous revenions au pouvoir. Deuxièmement, quand on a mobilisé cela, première chose, c'est de faire un programme qui fait la critique de la vie sociétale actuellement. Et aller donc attaquer les organes qui sont corrompus. Entre guillemets corrompus en termes qui ne sont pas normaux, dont la CEI. La CEI, vous en parlez tout à l'heure. Selon vous, la CEI... quand je dis pas corrompu, c'est un terme qui dit que c'est entaché d'irrégularité. Et le président de la CEI lui-même l'a reconnu. Il a reconnu que les certificats de résidence ont été mal utilisés. Ça a été, moi, j'ai été un élu, donc je sais ça.
il a reconnu qu'il y a eu de la transhumance. Ce sera un de vos chantiers. Voilà un de nos, c'est la transhumance qui biaise tout. Donc ça a été et puis après, il y aura le problème de la liste électorale. De la liste électorale. À partir du moment à l'Assemblée, le ministre de l'Intérieur nous a dit, on a parlé des pièces d'identité et des passeports. À partir du moment où les pièces sont reconnues qu'il y a des erreurs, et ces pièces ont servi de faire une liste électorale, c'est qu'automatiquement, en mathématiques, on appelle les relations transitoires. C'est-à-dire que d'un cas à un autre, il y a un problème. Donc il faut revoir cette liste. Et nous l'avons fait un diagnostic qui montre qu'il y a des gens qui n'ont pas de papa, il y a des femmes qui ont fait des enfants à 70 ans, je ne sais pas si ça en existe, je ne suis pas une femme, mais je pense qu'il y a des choses qu'il faut d'abord pouvoir régler. Permettez, Barry réagit, ensuite Herman et Élisée. Alors, vous avez parlé des qualifications des candidats tout à l'heure. Oui. Quand est-ce qu'on aura la liste des candidats? La semaine prochaine, nous allons pouvoir être en mesure... Quand exactement de la semaine prochaine? Nous ne mettons pas de pression sur nous parce que notre priorité, c'est le consensus. C'est ça. Le PDCI RDA est un parti de dialogue. Donc pour l'instant, nous pensons qu'au plus tard, le 2 décembre, la liste électorale, les candidats et tout le monde, si on a un consensus ou non, tout sera bouclé et avant le 16 décembre. Donc on peut s'attendre à une candidature unique en cas de consensus. Moi, le président Koubil Beni souhaite cela. Il travaille dans ce sens. Une candidature unique. Une candidature unique. Mais à l'impossible, nous n'est possible. Si les gens ne veulent pas, nos tests sont clairs. Pour les élections d'État, les élections internes, on fait des élections, des primaires, sauf en cas de consensus. C'est-à-dire que quand vous analysez de manière analytique, on dit sauf, ça veut dire le sauf, il prime quand il y a un consensus. S'il n'y a pas de consensus, on va aux élections. Maintenant, mais moi, ce que je peux dire aux uns et aux autres, puisqu'il faut apaiser nos militants, c'est pour dire que, quel que soit le mode, consensus ou élection, il y a une seule personne qui sera choisie. Et quand on a le consensus, on a au moins le temps de ne pas tout perdre. Quand le consensus dit des négociations. Mais quand vous braquez et que vous allez à une élection, ça veut dire que celui qui sera élu n'a de compte à rendre qu'aux électeurs, pas à ses adversaires du moment. Donc ça, il faut bien mesurer cela. Et aujourd'hui, chez nous au village, on dit, les oreilles ne mangent pas, mais ne donnent pas affamés. Bon, d'accord. On ne va pas rentrer dans ce proverbe-là et demander à Élisée Volube de prendre la parole. D'accord. Honorable monsieur le porte-parole, des sources font état de ce que, du vivant même du président Henri Konan Bédié, des tractations étaient en cours entre le RHDP et le PDCI pour revenir à cette alliance-là de départ. Est-ce que vous confirmez cela? Et si c'était vrai, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore d'actualité ou ce n'est pas d'actualité? Moi, plusieurs fois, le président Henri Konan Bédié et moi, on a abordé ce problème. Okay. On n'est pas arrivé au stade où vous êtes en train de parler. Le président, sans être... fermé? Sans avoir été dit qu'il y a eu une trahison, le président m'a dit deux choses. Il a dit, le problème du RHDP, je pense qu'ils n'ont pas respecté les engagements que moi j'ai pris avec eux. Oui, c'est ça, ok. Deuxièmement, ils ont voulu que le PDCI RDA disparaisse comme parti politique. Ces deux points font que nous pouvons... Si demain le RHDP... Et il a dit qu'il fallait analyser cela au Congrès, en tenant compte de l'expérience que nous avons vécue avec les autres partis politiques, y compris le RHDP. Aujourd'hui, est-ce que le RHDP est prêt à nous dire, voilà les engagements que moi j'ai pris avec le président Henri Konan Bédié, et nous allons les respecter. Est-ce qu'aujourd'hui le RHDP, dans sa formule unifiée, peut revenir en arrière? Je ne pense qu'ils sont en train d'avancer. Et même aujourd'hui, pendant que nos muscles sont bien formés pour prendre le pouvoir à nous-mêmes choses, c'est peut-être pas le moment où nous nous serons en position de faiblesse. Très bien. Daouda. Monsieur Bredoumi, moi je vais juste revenir encore en arrière. Quand vous étiez en train de faire le bilan de l'élection locale passée, parlant de votre alliance avec le PPACI, vous avez utilisé l'analogie du renard et du corbeau. Malheureusement, je n'ai pas bien compris. Est-ce qu'ici, devant tout le monde, pour nous expliquer qui est le renard et qui est le renard, qui est le corbeau, et ça répondait à quoi? Non, je vais vous comment s'est passée cette alliance? Nous tirons tout de l'esprit. Tout est d'exemple et de modèle, a dit Félix Foubaï. Nous avons dit que nous tirons nos expériences de ce qui s'est passé avec le RHDP. Donc, le RHDP nous a pris comme ils sont pensé en renard et nous, on était le corbeau et nous ont blagué pour prendre nos choses. Donc, nous ne voulons plus que cela se répète. Très bien. Alors, on a terminé. Mais on a terminé avec le PPACI, ça s'est passé comment finalement? Nous sommes dans le processus. Personne pour nous, il faut toujours avoir le doyen Kofi Gado, quand j'étais jeune étudiant, m'a dit, quand vous voulez faire la politique, faites comme le rat. Prévoyez toujours une petite porte de sortie. On appelle ça en baoulé à outrou.
Donc, Si on le fait beaucoup PDCI sauter là-bas. Voilà, c'est ça notre stratégie. On prévoit toujours ce côté-là. Merci beaucoup. Merci d'être venu, honorable Soumaïla Kouassi Brindoumi. Vous êtes le porte-parole du PDCI-RDA et c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons eu à prendre langue avec vous. Tout ça, mélangé de proverbes, de paroles, enfin bref, et de beaucoup de réponses politiciennes. Hein. Mais bon, on se donne rendez-vous en d'autres jours pour analyser ce qui va se passer le 16 décembre. Voilà. Merci d'être venu. Là, je vous informe que moi, mon porte-parole là, c'est terminé officiellement après l'élection du président parce que c'est le président Bédié qui m'a nommé. Le nouveau président pourra soit me renouveler, soit me mettre en congé. Mais est-ce que vous avez envie de rester là-bas? On a terminé. C'est sa passion. On a terminé l'émission. Merci de nous avoir suivis. Herman, merci. Heureux de Élisée. vous retrouver. Merci. Herman, Élisée, Barry, Daouda, merci. Aujourd'hui, il a été gentil envers moi, on dirait. Honorable, on a terminé. La coiffure, j'ai adoré la coiffure. On a terminé l'émission, messieurs. Monsieur le porte-parole. Oui, merci. Voilà. Voilà, ok. Merci aux équipes rédactionnelles et aux équipes techniques. On se retrouvera donc demain, Maï, pour une autre émission du Grand Talk, la dernière de la semaine. Bonsoir. Et les programmes continuent sur Live TV. Merci beaucoup.